Bonjour, bienvenue dans le ZCL de ce jeudi 19 novembre. Effectivement, nous ne sommes pas dans les studios habituels puisque nous sommes dans la bibliothèque, grande bibliothèque du Mémorial Actes de Pointe-à-Pitre. Alors aujourd'hui, un programme un petit peu particulier, bousculé, puisque vous avez vu, on a démarré avec un petit peu de retard, mais enfin, on va rattraper ça rapidement. On aura tout de suite avec nous Suzy Duport, qui est la responsable de l'espace généalogique de ce mémorial. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Daniel Macias, qu'on connaît déjà et qu'on a l'habitude de rencontrer dans ce ZCL, ainsi que Ronnie Brouman, qui a fait le déplacement et qu'on recevra tout à l'heure. Et puis, à la fin de ce talk, on devrait recevoir Léo Lérus, qui est un danseur de l'archipel. Voilà un petit peu pour le programme des talks, mais il y a aussi les news. Quand Céline n'est pas là, ben c'est moi qui les fais les news. Et les news aujourd'hui, on ira d'abord à Paris, où devait se tenir la 98e édition du Congrès des maires. Malheureusement, elle ne s'est pas tenue, mais quand même, Maurice Cessé a rencontré quelques-uns de ses élus pour parler des difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui, et les questions ont été abordées. On ira faire un tour du côté de Jarry, où se tournait le film de Laurence. Vous savez, Laurence, celle qui vous fait rire parfois, eh ça y est, elle est en plein tournage d'un court-métrage, une histoire fantastique. On va vous en parler tout à l'heure. Puis on parlera aussi, bien sûr, d'autre chose, de l'EDF, qui a une distribution qu'on appelle une distribution de solidarité. Voilà un petit peu le sommaire de ce ZCL. Bienvenue à tous avec nous. On va vous tenir jusqu'à 14h, et avec vous, on va faire un petit peu le tour de l'actualité et de nos invités. On commence avec Suzy Duport, qu'on a déjà présenté. Vous êtes responsable donc du côté généalogique de ce mémorial. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, peut-être que ce service existe, quelles sont vos fonctions exactes ? Alors, responsable de l'espace de recherche généalogique du Mémorial Actes, mon rôle, c'est de présenter aux visiteurs du Mémorial Actes des arbres généalogiques qui sont issus du fonds Rogers. Donc, Michel Rogers est un généalogiste passionné. Amateur ? Généalogiste passionné, amateur oui, mais passionné malgré tout parce qu'il a fait un travail grandiose. Pendant plus de 15 ans, il a fait des recherches d'arbres généalogiques de familles guadeloupéennes essentiellement. Et aujourd'hui, nous permet de présenter au tout public plus de 8000 arbres. Donc, on parle d'ancêtres. Donc, il a fait une recherche à partir d'ancêtres lointains qui ont été sélectionnés de manière aléatoire. Et là, par la suite, il a fait des recherches aux archives départementales de Gourbert, à Basse-Terre, et ensuite aux archives municipales. Voilà. Donc ça fait quand même un bon travail effectivement qu'il faut saluer. Alors concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui pourrait venir chez vous et dire bon, je veux savoir d'où viennent mes premiers parents, quel cheminement, quelle plantation ils ont vécu, etc. Vous êtes en mesure de donner tout ça ? Alors malheureusement non. Pas encore. Pas encore, parce que nous n'avons pas précisé pour chaque arbre l'origine au niveau des habitations. D'accord. Cette information apparaît pour certains arbres, mais elle n'est pas exhaustive. Nous pouvons effectivement proposer aux visiteurs d'effectuer une recherche à partir d'un nom, qui est un patronyme. Oui. Et là, on part d'un ancêtre, et par la suite, ils ont la possibilité de voir une géolocalisation au niveau de la Guadeloupe. J'ai bien noté, géolocalisation. Une géolocalisation au niveau de la Guadeloupe. Donc, on peut se dire qu'on a un ancêtre qui est arrivé et qui a été positionné à Pointe-à-Pitre. Oui. Et qui a migré vers Vieux Habitants, par exemple. Qui a migré, par exemple, vers Vieux Habitants. Oui. Et voilà. Donc, après, se posent des questions. Pourquoi cette migration ? D'accord. Quel est le contexte ? Alors, on peut s'interroger sur l'histoire locale. Est-ce qu'il y a eu des guerres ? Est-ce qu'il y a eu économiquement une favorisation de justement l'industrie qui a permis que cette famille migre vers cette autre commune. Oui. Donc là, en faisant des recherches généalogiques... Là, si, bien sûr, on parle de la période avant l'abolition. On parle de la période post-abolition, oui. Mais après l'abolition aussi, également. Oui, parce que avant l'abolition, vous savez, les esclaves n'avaient pas tellement le choix. Hein. Le maître décidait à renvoyer aux habitants bouillantes, etc. Malheureusement, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, mais c'est intéressant de se pencher sur cette question et de comprendre les raisons qui ont fait qu'il y ait eu ces déplacements. Tout à fait. Et ça signifie, par exemple, que les membres d'une même famille peuvent se retrouver à des endroits différents et plus tard avec des noms différents.
Ah oui, oui, ça, c'est malheureusement une réalité pour ces familles anciennes qui, de par les directives qui étaient données par le maître, se retrouvaient séparées. Éparpillées même. Éparpillées, oui, effectivement. Et les noms pouvaient changer. Donc, je vous expliquais tout à l'heure. Parce que c'est des prénoms qu'ils avaient. Je vous expliquais tout à l'heure, en effet, que les noms ont été attribués à l'abolition de l'esclavage. Oui. Quand il y a eu des naissances d'enfants nés de maîtres, certains ont eu la chance d'être reconnus. Enfin, nés d'esclaves, pas de maîtres. Non. Il y a eu des maîtres qui avaient des maîtresses. Ah oui, c'est ça, des maîtresses esclaves. Je me ce que je disais. Et qui ont eu l'opportunité, la chance d'être reconnus par ces maîtres. Oui. Mais c'était quand même des histoires cachées, camouflées, parce que les maîtres rédigeaient des annotations au niveau des notaires qui étaient falsifiées. Alors, comment on arrivait à établir ces états civils un petit peu marrons? Puisque c'était bien le cas. Alors, les clergés étaient quand même complices de ces choses. D'accord. Ils étaient complices de ces choses. Donc, on retrouve ces informations au niveau des déclarations baptismales, notamment. Et sous quelle forme ça prend? On dit, par exemple, il s'appelait Jean-Paul, et puis aujourd'hui, le maître s'appelait Dupont, par exemple, aux Andronis, et puis on décide d'accompagner le nom et de le mettre sous boisseau. Comment ça se passait? Alors, je vous donne un exemple tout simple. Le chevalier de Bologne. Oui, le chevalier de Bologne, qui est très connu ici, et qu'on appelle aussi le Mozart noir. Sa mère était esclave et son père était noble. Tout à fait. Oui. Donc, par exemple, il est né d'une mère esclave et s'est retrouvé, malgré tout, à un niveau... à la cour du roi. Tout à fait, très illustre. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il a eu la chance d'avoir une belle-mère reconnaissante, parce qu'elle est partie avec lui en France. Quand justement, il était encore enfant, quand il y a eu les déboires, puisque son père a été déchu de sa noblesse en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, il est parti en France, accompagné justement de la femme de ce maître, M. Bologne, et il a pu connaître une bonne éducation. Mais d'abord, il est reconnu. Si tu es né en Guadeloupe, il s'appelle... Oui, il s'appelle de Bologne. De Bologne, comme son père. Comme son père. Et donc, il est reçu à la cour du roi, entre guillemets, comme un noble. Comme un noble, comme on peut presque dire un prince, parce qu'il a bénéficié d'une grande éducation, il a pu manier les armes, donc il a rencontré un illustre écuyer qui lui a permis justement d'apprendre à monter à cheval, de pratiquer l'escrime, etc. Et surtout d'être musicien aussi. Aussi, surtout d'être musicien, puisqu'il a pu rédiger de très très belles œuvres et qui valent aujourd'hui... On dit même que Mozart l'a copié un peu. Qui valent aujourd'hui son surnom de Mozart noir. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant ce conflit d'intérêts entre eux, mais c'est vrai. Alors ça, c'est l'exemple positif, on va dire, idéal. Mais pour le reste des esclaves qui n'avaient pas la chance d'être nés d'un père noble, qu'est-ce qui se passait? Alors malheureusement pour eux, il y a eu justement ces déclarations, ces enregistrements au niveau des états civils, et où les agents avaient le pouvoir d'attribuer un nom. Donc, je prends l'exemple d'une famille, la famille Guillaume, qu'on retrouve à Marie-Galante, qu'on retrouve en Guadeloupe, qui porte le même nom au niveau de l'archipel, mais qui ne sont pas parents. Pourquoi? Parce que justement, il s'agissait pour ces agents d'état civil d'attribuer des noms, d'orthographier ces noms. Et là, quand on fait des recherches, donc ces familles se sont déplacées, ont effectué des recherches, et il s'avère que les Guillaume de Marie-Galante sont toujours restés, ont toujours vécu à Marie-Galante, et n'ont pas côtoyé avant, enfin pour cette période, les Guillaume qui ont vécu à Pointe-à-Pitre. Alors pourquoi il y a deux Guillaume alors? C'est une orthographe au niveau de l'état civil, ça a été noté, et voilà, on crée un nom, on propose un nom qui est enregistré, et voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent et qui sont en quête de généalogie? Alors, lancez-vous, parce que la généalogie, ça permet vraiment de faire la recherche de son histoire familiale, de l'histoire locale, de découvrir aussi l'histoire économique de la Guadeloupe. Et là, on peut en savoir beaucoup. Moi, j'ai fait des recherches au niveau de ma famille, dans un premier temps du côté de mon père, du côté de ma mère. Alors, racontez-nous un peu ce que ça a donné. On va essayer de comprendre un peu. Alors, mon nom du port, le privilège d'avoir le nom directement de leur maître. D'accord. Donc ce nom se retrouve... Donc c'est pendant la période esclavagiste. Pendant la période esclavagiste, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils étaient contremaîtres d'habitation et on leur a attribué un lopin de terre directement accolé avec le terrain du maître.
Et dans quelle région ça se passait? Au Gosier. Au Gosier. Et tous les Duport sont du Gosier? Alors, tous les Duport ne sont pas du Gosier. Certains ont migré, hein, comme je vous l'ai dit. On retrouve beaucoup de Duport au niveau de Morne-à-l'Eau. Oui. Mais la souche gosiérienne existe. Oui. Et Duport, ça n'a rien avec Port-Blanc? Oui. Oui, ça a à voir. Oui, ça a à voir. Alors expliquez-nous un peu. Parce qu'il y a une section au Gosier, un quartier au Gosier qui s'appelle Port-Blanc. Alors, ce qu'il faut savoir... C'était du Port-Blanc, c'est ça? Non, c'est pas du Port-Blanc. En fait, l'histoire est un peu plus compliquée. Mais moi, je préfère m'en tenir à mon histoire familiale que je connais mieux. Bien. Et la particularité de la ville du Gosier, c'est d'avoir eu beaucoup d'habitations. Oui. Donc, vous avez une habitation qui était située au niveau du Fort Fleur d'Épée. Ça fait. Vous en aviez une à Dampierre. Vous en aviez une autre au niveau de Grande Ravine. Et la plupart des esclaves, durant la période esclavagiste, ont pu travailler sur ces différentes habitations et ont eu la chance d'avoir une propriétaire qui était très humaine. Oui. Donc là, à travers toutes ces recherches que j'ai effectuées dans le cadre de la recherche généalogique de ma famille, j'ai pu voir qu'il y avait des attributions qui étaient faites pour ces esclaves parce que justement, ils ont eu la chance d'être la propriété d'une femme humaine et qui a fait en sorte qu'ils puissent, eux, se retrouver avec un petit quelque chose après l'esclavage. Dont vos parents, enfin vos arrière-arrière-parents, qui ont eu cette chance extraordinaire. Notamment. D'accord. Alors, autre chose, habituellement, les gens qui voulaient faire des recherches généalogiques se rendaient à Gourbert aux archives nationales pour essayer de retrouver... Archives départementales. Pour essayer de retrouver la souche, en fait, l'origine familiale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le dispositif qu'offre le mémorial, c'est toujours d'actualité ou bien est-ce qu'il faut faire l'aller et le retour? Alors, il faut vraiment distinguer les missions de l'espace de recherche généalogique du Mémorial Act et les missions des archives départementales. Les archives départementales détiennent toute la mémoire historique. Par exemple, ils ont les registres d'état civil, les registres notariaux. Et au niveau du Mémorial, nous proposons un dispositif scénographique qui propose des arbres généalogiques descendants. Cet espace fait le lien entre l'exposition permanente, la thématique qui est développée au niveau du Mémorial Act, donc l'histoire des traites négrières, l'histoire des abolitions. Et en fait, c'est ce lien qui existe entre ces deux espaces. Alors que les archives départementales, le public est invité à s'y rendre pour retrouver justement la matrice même, donc les informations premières pour démarrer leur recherche. Votre espace s'ouvre tous les jours, sur rendez-vous, comment ça fonctionne? Non, l'espace de recherche généalogique est ouvert du mardi au dimanche. Donc, y compris le dimanche? Le dimanche après-midi, plus spécifiquement de 14h à 18h. Mais nous sommes ouverts du mardi 9h30 à 18h, mardi au jeudi, vendredi, samedi, 9h30, 19h. Et la recherche se fait... Alors, vous avez des agents d'accueil, documentation, généalogie, qui sont là et qui orientent le visiteur, lui expliquent comment démarrer ses recherches et l'incitent aussi à revenir en 2016 pour réaliser, dans le cadre d'ateliers de recherche généalogique, leur arbre avec des indications bien spécifiques. Est-ce que je peux, sous votre contrôle, annoncer qu'il y a un liaisonnage prévu entre les archives de Gourbert et le mémorial? C'est un souhait. Les démarches sont en cours. Oui, nous y travaillons. Et ça va donner quoi, ce lien entre vos deux structures? Alors, le lien est important pour nous parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent quel est le rôle important que jouent les archives dans la collection, parce ils ont une mission de collecter toutes les informations d'état civil qu'ils récupèrent au niveau des mairies. Donc les documents, tous les 100 ans, en fait, il y a des tranches bien spécifiques de dépôt aux archives départementales qui sont obligatoires et qui sont régies par le Code du patrimoine notamment. Donc, au niveau des archives départementales, il est important de savoir qu'ils numérisent aussi ces documents anciens et qu'ils sont le garant, en Guadeloupe notamment, je parle pour les archives départementales, de mettre à disposition du public, à leurs horaires d'ouverture, tous ces documents historiques. Je crois qu'on a bien noté et on a retenu que vous êtes ouvert du mardi jusqu'au dimanche après-midi. C'est gratuit ou c'est payant? Alors, pour l'instant, le public peut venir gracieusement. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. J'ai noté là pour l'instant. Ah oui, c'est important parce qu'en fait, c'est une démarche volontaire du président Jacques Martial de proposer
dans le cadre des premiers mois d'activité du Memorial Act, ce ressourcement, cette quête de mémoire collective de la population et des visiteurs autres, mais effectivement, nous dirigeons vers des entrées qui seront payantes. Bien. Ben, je crois qu'on a bien noté. On vous remercie en tout cas d'être venu. Vous êtes chez vous, de nous avoir reçus en tout cas. Merci à vous d'être venu. Oui, ben, on ne manquera pas de revenir si besoin. En tout cas, on est là encore demain et je ne sais pas pour la semaine prochaine. Sinon, ben, on va tout de suite se retourner vers nos studios où se fait actuellement, on va ouvrir une page de publicité. On va tout de suite après commencer avec le premier titre du journal. Ce sera tout de suite après la pub. Qu'est-ce qui explique la présence de tous ces drapeaux? Comment? Qu'est-ce qui explique la présence de tous ces drapeaux? Ben, lors de l'inauguration, c'est des pays qui étaient invités. C'est bon. Voilà, de retour donc dans le ZCL en direct du mémorial et je précise que nous ne sommes pas à la bibliothèque mais dans l'espace boutique de ce mémorial Act et bien sûr à mes côtés, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai Ronnie Brouman, bonjour. Bonjour. Et bien sûr Daniel Macias, notre invité habituel, bonjour. Bonjour, merci. Tout à l'heure, on parlera des activités des amis du monde diplomatique qui ont passé, qui sont très présents en Guadeloupe, puisque hier soir, il y avait une projection d'un film sur l'Iran. C'était dans le cadre du mois du DOC. On va y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va tout de suite partir vers Jarry pour ce premier sujet d'information. Il s'agit de la distribution solidarité d'Agir Plus et l'EDF en destination des personnes à précarité énergétique. Ça existe encore dans notre pays. Et donc, ça, Laura Flessel, Charlie Dagonia et Alain Anibal étaient là hier soir. Le reportage tout de suite. Déjà, nous avons mis en place un partenariat fort avec la CAF ainsi que l'EDF Archipel. Donc aujourd'hui, tous les partenaires sont réunis. Donc la CAF, l'EDF Archipel et les travailleurs sociaux, afin de sensibiliser les minima sociaux sur la maîtrise de l'énergie, afin de payer une facture beaucoup moins importante. Nous avons prévu donc de pouvoir faire de la prévention et donc d'aider les familles à avoir de l'information sur tout ce qui concerne la solidarité et surtout de pouvoir leur dire comment pouvoir acquérir les appareils leur permettant de faire des économies d'énergie, donc d'électricité. La solidarité évidemment et la lutte contre la précarité énergétique est au cœur de notre politique, politique d'EDF Archipel Guadeloupe et évidemment est en lien également avec la loi de transition énergétique qui a été votée. Nos actions sont de deux ordres. La première, c'est évidemment, nous avons des partenariats efficaces avec la CAF et les CSAS, des centres communaux d'action sociale. Nous allons à la rencontre de nos clients qui traversent évidemment des difficultés. Nous les sensibilisons aux éco-gestes et nous leur indiquons évidemment les aides qui peuvent éventuellement bénéficier. Nous avons d'ailleurs au sein d'EDF Archipel Guadeloupe une équipe dédiée, une équipe solidarité qui sont dédiées pour ces clients traversant des difficultés. Nous réalisons également une deuxième typologie d'action en lien avec la maîtrise de l'énergie, notamment avec notre dispositif Agir Plus d'EDF. Actuellement, notamment, nous proposons à l'ensemble de la population des LED à 4 € au lieu de 14, disponibles sur l'ensemble des magasins de bricolage de l'île. Voilà, donc retour donc, sur le plateau où je reçois donc Daniel Macias, bonjour. Bonjour. Qui est l'animateur principal des Amis du monde diplomatique en Guadeloupe, et Ronnie Brouman, bonjour. Bonjour. Connu au Médecins Sans Frontières. Vous avez été à l'origine du MSF? Non, je suis rentré très tôt, mais je ne suis pas l'un des fondateurs. Alors, on va d'abord vous adresser 2 mots, parce que vous revenez du Congo. La situation, la RDC, la République démocratique du Congo, la situation a été souvent difficile dans la période de guerre civile. Où en sommes-nous en ce moment? Oui, c'est un pays qui a connu 2 épisodes explosifs de guerre, plus une longue période d'instabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est rentré dans l'ordre, ce serait exagéré, mais les choses vont tout de même mieux.
il y a beaucoup moins de personnes déplacées, beaucoup moins de violence, la vie économique reprend son cours, les gens vivent plus en sécurité, donc on peut dire tout de même que les choses s'améliorent, même si elles sont loin d'être parfaites, tendanciellement, c'est mieux. Mais on a toujours besoin de MSF là-bas. On a encore besoin de MSF, bien que nous nous retirions du gros hôpital que nous avions créé dans le Nord Kivu, parce que le ministère de la Santé est en train de reprendre ses prérogatives, de réinstaller des équipes médicales, de rééquiper des hôpitaux. Donc nous allons nous déplacer, remettre cet hôpital au ministère de la Santé et probablement en rouvrir un autre dans une région un peu plus reculée, dans laquelle il y a moins de facilité. Vous êtes en train de dire que le pays est en train de se restructurer ? Oui, je crois qu'on peut le dire. Évidemment, le recul manque. Il faut croiser les doigts pour que, si on se revoit dans 5 ans, ce diagnostic soit confirmé. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, oui. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question quand même. Vous étiez à Paris la semaine dernière, à la veille de ces massacres. Votre sentiment sur ce qui s'est passé parce qu'on a beaucoup parlé du résultat, mais la cause même de ces attentats. Est-ce que, puisque vous êtes MSF, il ne faut pas un petit peu que la France revoie sa politique extérieure dans ces pays africains, au Moyen-Orient, etc. Oui, je crois, indépendamment des attentats, que je le pensais avant, je le pense toujours, que la France devrait en effet revoir sa politique extérieure, un certain nombre d'alliances. Au Proche-Orient, par exemple, je pense à l'alliance privilégiée avec l'Arabie Saoudite et Israël. Les Émirats, qui me semble être... la France doit entretenir des relations avec tous les pays, c'est normal, y compris l'Arabie Saoudite et Israël, pour citer ces 2 pays phares dans la région. Mais enfin, je trouve que d'autres pays qui ont été stigmatisés, par exemple l'Iran, mériterait qu'on ait un peu plus d'attention pour eux. Cela étant, je ne crois pas qu'on puisse tracer un lien direct entre la politique étrangère de la France et les attentats, même si des relations existent. Il y a des relations, mais elles ne sont pas directes. Mais elles ne sont pas directes, exactement. Il y a un ensemble qui composite dans lequel il y a des causalités multiples. Ces attentats, je dirais d'abord qu'ils ne m'ont pas étonné, parce que la rumeur courait depuis longtemps que des attentats de grande ampleur étaient en préparation. Et lorsqu'ils se sont produits, on a trouvé confirmation de ces rumeurs. Ça ne m'a pas empêché d'être accablé de tristesse, de stupeur. Plus encore, mais c'est un détail si j'ose dire, plus encore du fait que ces attentats ont frappé dans un endroit de Paris où je compte la plupart de mes amis, une partie de ma famille. C'est là qu'il y a le siège de Médecins sans frontières, qui est à 2 pas de tout cela. Donc évidemment, ça n'aggrave pas du tout la situation. Elle était déjà ce qu'elle est, mais personnellement, ça m'affecte encore un peu plus. Je n'ai pas eu de proches, personnellement, je n'ai pas eu de proches qui aient été touchés, mais je connais beaucoup de gens qui ont eu des proches qui ont été touchés, donc indirectement. Ce quartier du Bataclan, vous connaissez bien. Bien sûr, c'est à 5 minutes à pied de Médecins sans frontières. Et encore une fois, c'est le Paris très vivant, très cosmopolite, très festif aussi. Dans lequel je compte beaucoup d'amis. Et je ne sais pas si on peut dire ça, cette béroutisation de Paris, pensez que ça va se calmer ou il y a encore des risques? Parce que quand j'entends le Premier ministre Valls, j'ai comme l'impression que rien n'est vraiment encore réglé. Non, je crois qu'ils ont annoncé la couleur. D'ailleurs, plusieurs responsables sécuritaires l'ont fait également. Il y a de fortes chances pour que, en France, et d'ailleurs probablement aussi ailleurs en Europe, d'autres attentats frappent. Je ne sais pas quels sont les moyens des services de renseignement de les déjouer. Je sais qu'ils en ont arrêté un certain nombre. Ils ont même tué un des responsables. Le cerveau, le cerveau de cette série d'attentats, plus d'autres qui avaient été préparés. Une cellule active, c'est très actif. Oui, c'est un type qui avait l'air extrêmement redoutable. Donc malgré tout, des mesures sont prises. Il y a de quoi être rassuré sur ce plan-là. Mais enfin, tout ça est tellement capillaire, tellement diffus qu'il y a aussi, malheureusement, des chances pour qu'en France ou ailleurs en Europe, d'autres attentats se produisent. Cela étant, je crois qu'il ne faut pas catastropher non plus, exagérer, par exemple. Dans la psychose. Oui, c'est ça, la libanisation. Le nombre d'attentats qui sont produits au Liban, que nous voyons de loin, parce qu'évidemment, ça se passe à l'étranger. Oui, mais enfin, quand même, des kamikazes en France, c'est bien la première fois.
deux fois. Est-ce que c'est la première fois? Je ne suis Il me semble pas qu'il y ait eu. Il y avait le GIA à l'époque avec les Oui, attentats. mais qui ne s'était pas fait exploser quand même faire en France. exploser. Oui, en effet. Deux personnes se sont fait exploser. Trois Je ne personnes. suis pas se sont fait spécialiste de exploser en sécurité, mais en France. effet, ce que je sais, parce que la simple réflexion et puis la constatation est faite par tout le monde également, lorsque quelqu'un est prêt à sacrifier sa vie, il est extrêmement difficile de l'arrêter. C'est évidemment la difficulté la plus grande. Donc 8 terroristes assistés par quelques dizaines de personnes ont mis en difficulté la 5e puissance économique du monde, membre permanent du Conseil de sécurité. On voit à quel point des États qui sont quand même forts, stables, il ne faut pas non plus s'exagérer la vulnérabilité, peuvent être tout de même, à certains moments, extrêmement fragilisés. Oui. Et la question politique qui se pose, je vous la pose quand même, vous êtes français, ça peut profiter au Front National pour les prochaines élections, ce genre de situation? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de répondre à cette... Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je crois que les élections sont dans peu de temps. Dans moins de mois. On va le voir. De toute façon, malheureusement, selon moi, le Front National est actuellement sur une route de victoire, ascendante, enfin en tout cas très ascendante. Est-ce qu'il va profiter de ces événements-là ou au contraire est-ce que les régionales vont être des régionales? Normalement, elles ne seront pas normales. C'est sûr qu'elles ne seront pas normales, ces régionales. C'est difficile à penser, mais j'avoue que je préfère pas faire de pronostic. Vous aventurer je n'ai pas d'éléments. Un terrain particulier, c'est difficile. Alors, on va quand même parler de ce pour lequel vous êtes ici, parce que Daniel Macias, vous êtes à l'origine, en tant que président de l'association des amis du monde diplomatique, à l'invitation de Ronnie Broman, qui a présenté hier soir un film sur l'Iran. Oui, quand on a souhaité inviter Ronnie Broman il y a quelques mois, parce qu'on s'est dit que ce serait important d'avoir un regard d'expert quand même sur les crises au niveau international, à la fois sur ce qui se passe dans certaines régions du monde et la façon dont sont gérées les crises. Et puis c'est vrai que Ronnie Broman était intervenu sur des sujets d'une façon qu'on n'entend pas souvent dans les médias, sur l'impunité d'Israël, sur l'intervention française en Libye, entre autres. Et donc, on s'était dit que c'est en Guadeloupe, on n'a pas souvent l'occasion d'entendre des personnalités françaises aussi qui s'expriment sur ces sujets. Donc, on a cru bon d'organiser une soirée sur l'Iran hier soir, qui a très bien marché. Il y avait salle comble à Bémao, à la médiathèque, sur une histoire assez incroyable. Une histoire vraie, c'est un documentaire, un réalisateur athée qui reçoit chez lui 4 mollahs et qui évoque le vivre ensemble. Donc c'est un document exceptionnel. Donc on a eu aussi un beau débat. Et vendredi, on a une soirée débat à la médiathèque de Port-Louis, avec un documentaire qui s'appelle Nous venons en amis, qui a eu le prix de la paix à Berlin, et qui là dénonce le pillage des ressources naturelles en Afrique, plus précisément au Soudan du Sud, un pays nouvellement créé par la Chine et les États-Unis et évidemment d'autres pays, à travers les missionnaires, tout simplement, par exemple évangéliques, qui jouent un rôle non négligeable. Et donc là, on aura un débat sur ce qui se passe en Afrique, sur l'action humanitaire, qui a aussi, il y a certaines dérives qui sont dénoncées notamment par MSF. Donc ça commence à 19h à la médiathèque de Port-Louis et ça se termine relativement tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après le débat, bien évidemment. Alors, je vais revenir sur ce film sur l'Iran que je n'ai malheureusement pas pu voir. Je vous le recommande parce que c'est vraiment très bon film. Iranien. Iranien. Alors, la question qui se pose, c'est une question de géopolitique. Vous savez que, aussi bien que moi, que pendant longtemps, l'Iran a été un petit peu mis au banc des nations et aujourd'hui, du fait de ce qui se passe dans l'autre partie du monde du Moyen-Orient, on a le sentiment que les États-Unis, voire même la France, sont en train d'essayer de se rapprocher tout doucement de l'Iran. Oui, en effet, je pense qu'il était plus que temps, mais c'est un mouvement qui s'est amorcé du fait de la menace de l'État islamique, de Daesh, et de la nécessité de regrouper les forces pour combattre cette menace. Force est de reconnaître que les troupes au sol qui sont efficaces, ce sont les troupes iraniennes. Enfin, jusqu'à maintenant. Les milices de choc qui ont été envoyées par l'État iranien ainsi que le Hezbollah par ailleurs. Mais si l'on veut revenir un petit peu en arrière sur cette espèce de mise à l'écart de l'Iran, il faut à ce moment-là
ouvrir un peu la perspective et remonter jusqu'aux années 70, lorsque l'Iran était le gendarme de la région, soutenu par à l'époque du Shah, les États-Unis, à l'époque du Shah, à une époque où la torture, la corruption, la main de fer qui s'abattait sur la société iranienne ne gênait aucune aucune des puissances qui le soutenaient. Et, le Shah a été reçu régulièrement à Paris d'ailleurs, sa femme aussi. Et partout. Il a terminé ses jours aux États-Unis. Et à l'époque, les violations des droits de l'homme en Iran ne gênaient pas grand monde. Absolument. Bizarrement, ensuite, elles sont devenues beaucoup plus encombrantes et l'Iran a été mis à l'écart. Il faut se rappeler aussi que lorsque la révolution islamique a eu lieu en 1979, elle a été suivie par une attaque de l'Irak, une agression de l'Irak contre ce pays. Et cette agression a été possible grâce au soutien actif, en particulier de la France et des États-Unis. Les Américains. Ça a duré 8 ans d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une guerre atroce d'ailleurs. 500 000 morts, usage de chimiques, ça a été absolument terrifiant. Et ça a contribué... À l'époque, la France était amie avec Saddam Hussein, il faut le rappeler. Bien sûr, c'était notre grand ami. C'était le grand ami de Chirac. Le rempart. Chirac-Irak, au marché de Le Père. Le rempart contre l'islamisme menaçant. Je ne sais pas en quoi l'islamisme de la révolution islamique menaçait qui que ce soit, mais en tout cas, c'était comme ça que ça a été présenté. Et ça a contribué à radicaliser considérablement la révolution islamique, qui sans cela était simplement le renversement d'une dictature et l'installation d'un nouveau régime qui était destiné, compte tenu de ce qu'on sait de l'Iran, de sa sociologie extrêmement complexe, extrêmement raffinée, est destiné à évoluer vers un apaisement, vers une ouverture, etc. Et là, du fait de l'agression irakienne, ça a été le contraire, une crispation. Une radicalisation. Les radicaux ont pris le dessus, comme toujours dans les situations de violence. Quand ce sont les armes qui parlent, ce sont ceux qui savent les manier qui parlent le plus fort. Absolument. C'est une règle absolue. Et voilà comment nous avons contribué aussi à entretenir, à construire une sorte de démon contre lesquels ensuite nous estimions devoir lutter. Il y a une sorte de renversement vraiment de l'histoire, alors que nous avons été à l'origine largement du problème causé, on l'a aggravé ensuite, et ensuite on vient se plaindre et des conséquences de tous les noms et faire mine de croire que l'Iran peut être un danger pour le monde, un peu à la façon dont Bush le faisait croire pour l'Irak en 2002-2003. Tout à fait. Donc en effet, il y a beaucoup à revoir sur cette situation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... On peut ajouter que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire, contrairement à Israël, par exemple, qui n'a jamais reconnu qu'il avait la bombe nucléaire. Israël qui n'applique aucune des résolutions des Nations Unies sur la colonisation. On ne va pas ouvrir ce débat aujourd'hui, mais enfin c'est vrai. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez quand même en France un timide dégel, on va dire, vers l'Iran ? Je ne sais pas. Je crois que oui, dans la mesure c'est les faits qui l'obligent. C'est la réelle politique, en fait. Je me pose la question. C'est-à-dire que, dans l'ensemble, la population, à la base, disons, n'est pas extrêmement intéressée par les questions de politique étrangère. Il n'y a qu'à voir lors des élections présidentielles, alors même que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, joue un rôle important en Europe, a un statut international qui est certes plus qu'il était, mais qui compte encore. Les questions de politique internationale sont totalement évacuées du débat politique. C'est dire que les candidats considèrent que ça n'intéresse pas les Français. Donc je ne sais pas ce que pensent les Français. Je crois que ceux qui sont intéressés par cette question sont heureux, sont satisfaits de voir cette évolution. Il n'est pas possible de voir un pays aussi important que l'Iran considéré comme une espèce de diablotin avec lequel le grand Satan à l'inverse. Alors sur un plan plus culturel, je sais que le cinéma iranien il est très vivant, on a vu des exemples récents, le documentaire dont vous parlez, c'est un petit peu c'est cette mouvance du nouveau cinéma iranien? Non, je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça, puisque ce documentaire est fait en effet par un Iranien qui est réfugié en France, qui vit en France et qui est à juste titre d'ailleurs très critique de la dictature iranienne, car après tout ce que j'ai dit de positif, disons, sur l'Iran, la nécessité de s'en rapprocher, je veux tout de même pas trop enjoliver la situation, et il est nécessaire de rappeler que c'est encore une dictature qui est en train
d'arrondir les angles, de s'ouvrir avec le président Rouhani, avec les évolutions sociologiques en profondeur qui continuent de se produire en dépit de la chape de plomb des ayatollahs. Mais n'oublions pas tout de même que, par exemple, le réalisateur de ce film est interdit de séjour en Iran. Et pas seulement lui. Et que la peine de mort, et que les enfermements arbitraires, les journalistes muselés, tout ça, ça existe en Iran. Donc, ne simplifions pas, l'Iran reste un pays extrêmement dur, un pays dictatorial, mais ça n'est pas à nous, je crois, de donner des bons points de démocratie ou de dictature. Et c'est là l'effort que nous devons faire. Quand le Shah d'Iran, qui n'était pas moins une dictature qu'aujourd'hui, était encore au pouvoir, nous le soutenions de façon excessive. Quand cette dictature-là est au pouvoir, nous les condamnons de façon excessive. Et je pense que ce sont ces deux excès sur lesquels il faut réfléchir. La France n'a pas à dicter les modalités politiques des pays. Vous êtes pour la non-ingérence en fait. Je suis pour la non-ingérence en effet. Tout à fait. Et je le comprends bien. Voilà, on va prendre une pause pub un instant. On va retrouver nos deux invités tout à l'heure pour conclure. Pour l'instant, et on est toujours en direct du mémorial. Non pas, comme je l'ai dit, je le répète, de la bibliothèque, mais simplement dans la boutique de ce mémorial. Et on se retrouve tout à l'heure après la page de pub. – 13h38 dans le ZCL en direct du Mémorial Acte, toujours avec nos deux invités, mais avant, Ronnie Brouman et Daniel Massias. Mais avant, on va faire un tour du côté de Paris où devait se tenir la 90e édition de l'Assemblée des maires de France. Malheureusement, à cause des événements que vous savez, cette édition n'a pas pu avoir lieu. Maurice, c'est notre correspondant à Paris, a pu rencontrer certains élus de nos régions. Avec eux, il a abordé des questions très sensibles qui devaient être justement à l'ordre du jour de cette réunion des maires de France. On rejoint tout de suite Jarry pour cette interview de Maurice Cessé. On retient la prise en compte des difficultés des élus à mettre en chantier leurs projets. Parce que nous avons été élus sur des projets politiques et nous nous heurtons à des difficultés financières, à aussi certaines difficultés administratives. Mais je crois qu'il y a une volonté des élus des Outre-mer à surmonter tous ces aléas. J'ai le plaisir d'être là puisqu'on avait pris les dispositions pour être au 98e congrès, faisant cause commune, et cela nous permet à chaque venue ici de faire des échanges d'expériences et aussi de pouvoir tirer profit de toutes ces conférences sur lesquelles nous participons. D'autant plus que nos départements de France connaissent une véritable diminution de la DGF, ce qui cause quand même des problèmes aussi au niveau de la Guadeloupe et aussi dans ma commune où j'ai des baisses de financement et je cherche des solutions. Concernant ce matin, donc la DGF, le chlordécone, également les sargasses, ce sont des problématiques de terre de bas également. Donc on ne peut pas s'y échapper. Je pense qu'on prendra des dispositions nécessaires dans les mois à venir pour éradiquer déjà ne serait-ce que les sargasses. Parce que moi, depuis juin 2014, je suis vraiment submergé de ces problèmes et on n'arrive toujours pas à trouver des solutions adéquates. Nous voulons surtout qu'on entende bien que nous avons évidemment, et inlassablement nous le disons, que nous avons une situation particulière dans les départements d'outre-mer par rapport au chômage des jeunes, par rapport aux entreprises qui sont de très petites entreprises, qui sont fragiles, qui sont parfois dynamiques, mais surtout qu'on tienne compte de tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, nous venons d'autant plus dans ce contexte économique difficile, dire que les territoires d'outre-mer, nous avons énormément de richesses. Richesses évidemment patrimoniales, par rapport à notre histoire, par rapport à notre culture, par rapport à notre passé, mais aussi naturelles. C'est quand même la grande majorité de la biodiversité française, mais fort de ces richesses culturelles et patrimoniales, nous voulons que cette richesse se traduise aussi par de vrais efforts de solidarité, par de vrais efforts de péréquation, en tenant compte évidemment des
efforts qui sont déjà faits, notamment par rapport à l'octroi de mer qui a été repoussé à 2020. Oui, d'accord, nous tenons compte de ça, mais nous disons que nous devons surtout tenir compte de ces difficultés de nos jeunes qui sont au chômage, de l'insertion sociale et professionnelle, notamment de nos jeunes. Voilà, bien, on revient avec nos deux invités, Daniel Macias, président de l'association des Amis du Monde diplomatique, et Rouni Brouman, venu présenter ce premier film iranien. Alors, Rouni Brouman, on ne parlera pas que de l'Iran, on peut parler aussi de la région d'une manière générale. Il y a des conflits au Yémen, la situation n'est toujours pas stabilisée dans les territoires palestiniens. Quelle est votre vision un petit peu de cette géopolitique française? On a parlé de l'Iran tout à l'heure, mais de cette autre partie du monde, c'est lié de toute manière. Hein. Écoutez, il y a des situations politiques très conflictuelles aujourd'hui, dont les racines plongent loin dans l'histoire impériale et l'histoire régionale, le dessin des frontières à l'occasion des traités issus de la Première Guerre mondiale, le partage des territoires entre la France et la Grande-Bretagne impériale. Remis en cause d'ailleurs par Daesh, on a vu ça d'ailleurs. Sur lesquels Daesh s'appuie effectivement pour justifier son combat. Il s'agit d'effacer précisément les traces de l'impérialisme et de renouer avec le temps béni où le califat régnait, etc. Donc on voit que cette histoire revient en force, au visage. Sur le devant de la scène, quoi, oui. Cela étant, on ne peut pas non plus remonter le cours de l'histoire. Il faut faire ce qui est fait, avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et force est de reconnaître que les leviers manquent. Ni la France, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni les puissances régionales qui voudraient sortir par le haut de cette situation n'ont véritablement les moyens d'imposer une solution politique. C'est in fine, localement, c'est-à-dire ce sont essentiellement les forces combattantes qui à un moment donné vont devoir soit déposer les armes, soit s'avouer incapables d'aller plus loin. Pour ce qui est de la communauté internationale, y compris la France, l'enjeu primordial, c'est de rendre possible un tel compromis politique final. Et pour ça, il faut tenter de rééquilibrer des rapports de force. Aujourd'hui, l'État islamique est extrêmement fort militairement. On dit de moins en moins à partir depuis ce qui s'est arrivé ces derniers temps, il subit des frappes russes et françaises répétées depuis moins d'une semaine, et il semblerait bien ils ont attaqué Raqqa. Maintenant, c'est Mossoul qui va être attaqué. Alors, la question sur laquelle je voulais venir avec vous, c'est que dans ces régions, particulièrement à Raqqa, il y a 2 millions d'habitants. Et tous ces habitants, ils sont peut-être sous la coupe de Daesh, mais ne sont pas nécessairement des combattants. Comment ça se passe? Oui, ça c'est une question extrêmement importante. On considère que l'État islamique contrôle environ 8 millions d'habitants au total entre la Syrie et l'Irak, sur ce territoire très grand que l'Angleterre. Hein. Oui, en gros, grand comme le Royaume-Uni, en effet. Et donc, c'est tout de même une puissance. Je ne sais pas, vous avez raison de me reprendre, il est très fort. Oui, il est très fort des faiblesses des autres, des faiblesses d'une armée irakienne qui est totalement corrompue, qui se comporte comme une armée d'occupation, comme des prédateurs dans les endroits où elle s'installe, fort de la cruauté, de la violence extrême de l'armée syrienne. N'oublions pas qu'en Syrie, la première cause de mortalité, c'est l'armée syrienne. C'est l'armée. Ce n'est pas Daesh. Et par ailleurs, les sunnites, majoritaires en Syrie, minoritaires en Irak, sont dans les deux pays marginalisés. Tout à fait. Surtout par les Américains, depuis le passage des Américains d'ailleurs. Oui, tout à fait. Enfin, encore que auparavant, sous le régime de Saddam Hussein, c'était pas mieux. Non, mais sous le régime de Bachar el-Assad, ils étaient déjà quand même marginalisés. Et si Daesh a pu s'installer avec une relative facilité, prendre un essor aussi incroyable que celui auquel on a assisté, c'est à la fois parce que les forces qui le combattaient étaient totalement ineptes, inopérantes, violentes, corrompues, inefficaces, et par ailleurs parce que les sunnites leur réservaient un bon accueil, non pas
du fait qu'il sympathisait avec le rigorisme effroyable de l'État islamique, parce qu'au moins il apportait un minimum de stabilité et de protection. Et on sait que la recherche de la sécurité, que ce soit quand il y a des attentats en France, ou que ce soit quand on est persécuté par une minorité au pouvoir, comme en Syrie, c'est un mouvement, c'est un très puissant moteur d'adhésion ou de rejet. Et c'est ce que l'on voit là. Donc, l'un des problèmes auquel doit s'attaquer la communauté internationale, c'est la protection des minorités ou des majorités sunnites dans la région. Et d'une manière générale, la protection des minorités, mais pas sur le mode impérial qui a été fait. On sait qu'il y a une grande affinité entre les minorités et les empires. Les empires ont toujours joué sur les minorités pour prendre le contrôle sur des divisions. Il s'agit simplement d'obtenir, enfin simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'obtenir des garanties afin que les sunnites puissent se dire qu'ils peuvent vivre dans ces pays sans prendre les armes, sans avoir à se dresser contre les autres. Et c'est donc un pacte politique qui va devoir être à un moment adopté par tous, de façon à ce que quand on est kurde, chiite, alaouite, yézidi, quel qu'on soit, ou nestorien, on puisse, comme on l'a fait pendant des siècles et des siècles. C'est ça qui est particulier d'ailleurs. Oui, donc ça n'est pas en soi une utopie, c'est une réalité historique avec laquelle il faut renouer, en passant par-dessus cette époque impériale ultra conflictuelle que nous avons vécue depuis le début du XXe jusqu'à aujourd'hui. Donc tout n'est pas perdu, mais enfin, à court terme, on ne voit pas beaucoup de... La lumière n'apparaît pas encore. Parce que visiblement, l'Occident, pour l'instant, semble plutôt choisir l'option militaire que l'option politique. Et c'est ça le problème. Oui, mais c'est une illusion que d'ailleurs les Occidentaux n'ont pas en tête. Chacun sait que au bout d'une action militaire, quelle qu'elle soit, il y a forcément de la politique. Action politique, Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place comme type de gouvernement en Syrie et en Libye et en Irak. Malheureusement, la Libye a montré que parfois une sorte d'ébriété impériale saisit nos dirigeants, et d'ailleurs pas seulement nos dirigeants, la quasi-totalité de la presse et une bonne partie de l'opinion en France soutenait cette folie qui a été l'attaque de la Libye. Nous étions très très peu à faire entendre des voix dissonantes. Je me souviens quand même, les voix discordantes étaient rares. Oui, elles étaient rares. On était 2 ou 3, c'était à peu près tout. Plus quelques journaux, Mediapart, Le Monde diplomatique. Le Monde, oui, bien sûr. Mais enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait très très peu. Peu importe, il ne s'agit pas d'héroïser une position passée. Non, mais on essaie de comprendre. D'insister sur le fait que ce qui peut apparaître évident lorsqu'on a un regard un peu synthétique, un peu ouvert, semble totalement inaccessible lorsqu'on a une sorte de conviction que l'usage tempéré et précis de la violence va permettre d'accoucher d'une solution démocratique. Mais la démocratie n'est pas au bout des missiles, n'est pas au bout des hélicoptères d'assaut, elle ne se parachute pas avec des bombes. Ça, c'est une leçon que malheureusement, on semble avoir peine. C'est quand même curieux qu'un gouvernement socialiste, j'ai envie de dire, soit aussi bédiciste. Non, ça n'est pas curieux. La guerre d'Algérie Non, mais François Hollande, quand même, il a vu la guerre d'Algérie, il a vu l'Indochine, enfin, au moins historiquement, il sait ce qui s'est passé. Et je m'aperçois, quand on examine un peu la situation aujourd'hui en France, que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le nombre, entre guillemets, d'aventures militaires françaises a considérablement augmenté. François Hollande n'est ni Mendès France, ni De Gaulle. D'accord. C'est plutôt Guy Mollet. Il est plutôt inscrit dans cette tradition SFIO, molletiste, en effet, qui nous rappelle l'attaque de l'Égypte en 1956, pour des raisons tout de même assez extravagantes. Et qui a été arrêté d'ailleurs par les Américains et les Soviétiques, je le rappelle pour les spectateurs qui l'auraient oublié, qui avaient joué là leur rôle de modérateur du jeu international. Tout à fait. Et donc, cette situation, alors, la guerre pour rigoler un problème comme celui du Moyen-Orient, bon, on s'en sort pas, on l'a bien vu, et Israël non plus ne le comprend pas, ça. C'est-à-dire qu'Israël ne comprend rien d'autre que la guerre. Israël ne fonctionne que sur un registre de rapport de force. Hier ou avant-hier encore, de nouveaux appels d'offres, de nouvelles constructions de logements ou de nouveaux achats ont été annoncés par Netanyahou, qui, à la faveur effectivement de ce chaos général au Proche-Orient, joue sa carte coloniale. Il se sent pousser des ailes. Ils se sent pousser des ailes. Ils se disent la seule démocratie, d'ailleurs, ils se prétendent être
représente la seule démocratie de la région. Oui, ça c'est encore un des mantras que l'on entend, en effet. Oui, on peut avoir la botte posée sur le cou de 3,5 millions d'habitants et se prétendre une démocratie. Et pire que ça, se faire entendre sur ce plan-là. Faire accepter d'autres démocraties le fait qu'on est soi-même une démocratie alors même qu'on opprime un peuple de 3,5 millions d'habitants. Je me tourne vers Daniel Massias. Un journal comme Le Monde diplomatique, il est un petit peu isolé aujourd'hui en France dans le concert des guerriers. Parce que quand je vois la presse française aujourd'hui, c'est une presse totalement acquise à la guerre. C'est ça. Hein. C'est vrai que si on prend la presse papier, parce que Internet, c'est vrai qu'il y a quelques lucarnes qui existent et qui se créent d'ailleurs. La presse papier, c'est un peu c'est les derniers des Mohicans avec l'Humanité, Politis, qui essayent d'apporter un peu de, montrer que la complexité. Que c'est pas, on peut pas prendre une grille d'analyse, les bons, les méchants. Systématique, quoi, oui. Voilà, et donc mais alors, ce qui est encourageant, c'est que le Monde diplomatique vend plus d'exemplaires. Oui, depuis quelques mois. Oui. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Ce sont les analyses qui sont proposées dans le Monde diplomatique. À mon avis, parfois, quand on voit un kiosque, on peut être attiré par un titre qui peut-être s'interroge sur le Monde diplomatique. Quand ils s'interrogent qui finance Daesh, il le faisait peut-être avant d'autres. Donc ça pouvait attirer le regard. Donc je pense que, en règle générale, les journalistes, souvent, pratiquent l'autocensure. Il y a la pression aussi, il y a la peur de perdre son travail. Et le Monde diplomatique, comme le journal appartient en moitié aux lecteurs et aux journalistes, ça permet quand même une liberté à la fois de ton et aussi les moyens aussi, je pense, pour enquêter, avoir du temps, qui... explique que l'information est quand même plutôt de qualité et fait son travail vraiment d'informer les gens. Après, au lecteur de décider si l'Iran joue un rôle important ou pas. Voilà, là, on parle d'une guerre de procuration, par exemple, au Yémen, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On parle de les alliances, par exemple, les États-Unis sont alliés à Israël et l'Arabie Saoudite. Est-ce que Obama essaye un petit peu de, contre la vie des républicains, de changer ce jeu d'alliance. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans le monde diplomatique, mais aussi des reportages sur la misère en France, mais pas simplement la misère, comment des jeunes se retrouvent dans une telle situation. Donc on sort du côté passionnel, émotionnel, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc j'espère que le monde diplomatique continuera et que on pourra informer, que d'autres feront ce travail-là. Vous faites aussi d'une certaine alors, sur le plan, on revient un petit peu à l'association ici, à la Guadeloupe. Alors, il y avait une manifestation hier soir, la présentation de ce film. Deuxième manifestation, c'est à Port-Louis. Demain soir, vendredi 20 novembre, à 19h à la médiathèque, avec un documentaire qui a eu donc, le prix de la paix à Berlin et le prix du meilleur documentaire à Sundance, qui est un grand festival. Des films indépendants, il faut le dire, Sundance. Exactement, aux États-Unis. Donc, nous venons en amis. Et nous venons en amis, ça veut tout dire. Donc les États-Unis, la Chine et d'autres qui viennent. Je crois que Ronnie Broman connaît aussi un petit peu le Soudan du Sud, qui est un pays pétrolier. Et donc voilà, on vient à table, on vient se servir. Et en général, les populations locales, elles sont pas à table, elles sont à l'écart. Donc on aura un débat et puis on va reprendre le cours normal, c'est-à-dire une projection par mois, le 16 décembre. Ça sera un mercredi soir à Port-Louis toujours, avec les luttes sociales par rapport à ce qui s'est passé à Air France. On invitera Elie Domota, Jean-Marc Angel de Solidaire, des représentants de la CGT et de la CFDT pour réfléchir justement à ce qui se passe aussi dans le monde du travail et comment y répondre. Et donc il y aura un documentaire qui s'appelle Merci Patron et qui montre un peu de manière un peu joyeuse comment on peut aussi parfois renverser la table et arriver à défaire, on va dire, le capitalisme, puisque il faut nommer les choses. Donc c'est vraiment une des raisons de ce qui se passe aussi dans le monde, je pense. Tout à fait. Là, une dernière question avant de se quitter à Ronnie Broman. Vous allez rentrer à Paris. Quelle va être votre intervention? Vous comptez intervenir publiquement sur les derniers événements? Et je ne dis pas sur ce que vous avez vu ici, mais j'imagine quand même que vous êtes intéressé un petit peu à la situation en Guadeloupe, situation coloniale, on le dit souvent. Écoute, je ne sais pas. Enfin, vous me prenez de court, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'activités en cours qui vont m'occuper, qui ne sont pas liées directement aux événements. Si
La presse, généralement, j'interviens plutôt à la demande de la presse. Quand Tout à fait. On me propose de m'exprimer sur un sujet sur lequel j'estime que j'ai éventuellement quelque chose à dire, j'accepte, mais je ne vais pas vraiment au devant de la presse. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu dans notre talk ce midi, merci de votre invitation. d'avoir éclairé nos téléspectateurs au moins sur ces conflits et sur ce qu'on ne dit jamais autre part. Merci aussi à Daniel de nous avoir amené Ronnie Marcia. C'est de manière, c'est un invité habituel qu'on retrouvera très prochainement dans notre ZCL. Et là, on va tout de suite parler cinéma, puisqu'il y a un film documentaire réalisé par Laurent et Laurence. Donc, cette actrice comédienne que nous connaissons très bien en Guadeloupe et qui réalise son premier documentaire. Le reportage tout de suite de Maxime Morel. Le tournage qu'on fait aujourd'hui, on joue la scène d'une police municipale, d'un policier municipal, parce que le personnage principal, qui est joué par Laurent Joseph, se retrouve en fait face à un policier municipal pour se plaindre de différentes choses qui lui arrivent, des choses très très bizarres. Voilà. Problème, mademoiselle? Je ne retrouve pas le post-it, il était dans mon sac, je l'ai posé dans mon sac. C'est pas possible, je le vois pas. Moi, je ne suis qu'une comédienne dans ce tournage et je suis contente parce que je suis dans un rôle qui est complètement différent de ce que les gens m'ont déjà vu avant. Un rôle plutôt dans l'humour, plutôt comique. Et ben là, non, ce serait différent. Voilà. C'est un thriller fantastique et ça parle, en fait, ça commence à la dacha. Et le personnage principal nage, elle rencontre quelqu'un qui nage avec elle jusqu'à l'île du Gosier, puis ils reviennent ensemble, mais il disparaît. Donc le personnage principal va prévenir les pompiers, etc. Et les pompiers ne trouvent pas de corps, ne trouvent pas la personne. Donc ça la choque, etc. Et elle va raconter ça à sa copine, elle va boire un verre avec sa copine le soir dans le bar. Et là, le gars, elle voit un gars qui rentre dans le bar et c'est lui, c'est le gars qui a disparu, qui s'est noyé dans l'après-midi. Donc elle va le voir et le gars ne la reconnaît pas. Et là, c'est le début des histoires parce que du coup, il dit non, on se connaît pas. Il dit mais si, on a nagé ensemble cet après-midi, etc. Et donc il se passe plein de choses à partir de ce moment-là. Voilà, c'est un film vraiment à suspense, on va dire. Voilà, parce que... Canadis, c'est 10 fois mieux. Il parle du moyen. Tombant au matin, on dit ça, mais disant, pourquoi faut me dire comme ça? Mais dis-moi que hier c'était de l'autre côté, je de là on parle, dis-moi qui vient avec la fête, etc. Faut y communiquer, dis-moi, voilà. On revient tout de suite en direct pour conclure ce ZCL en direct du Mémorial. En tout cas, on vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à 14h. On vous l'avait dit, on nous a débuté avec un peu de retard. On se retrouve demain pour le dernier de la série, toujours dans le ZCL. Et je vous signale déjà qu'on va recevoir M. Jacques Martial, qui est le président du Mémorial. Mais nous recevrons aussi Céline Fleury, qui est l'auteur de cet ouvrage de l'esclavage et la liberté forcée. C'est un bouquin qui vient de sortir et cette dame a eu un prix de thèse pour cet ouvrage. Vous savez qu'on se tient en ce moment même au Mémorial derrière nous, cette exposition sur Darboussy que je vous invite à visiter. Il reste encore 2 jours, puisque Thierry Létang nous l'a dit avant-hier, et demain, donc, nous recevrons l'auteur de cet ouvrage avec elle. Nous parlerons de l'histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe au 19e siècle. Voilà, il est pratiquement 14h dans ce ZCL. On vous salue et puis on espère vous retrouver aussi fidèle demain. Et puis on dit un bon Kébered à notre amie Céline qui se bat avec un virus, mais espérons qu'elle arrivera avec ce virus. Voilà, c'était Danick avec vous et puis toute l'équipe, la petite équipe de Canal 10 Péquigno, là-bas derrière les manettes, Nicolas Hachi et tous ceux qui ont permis la réalisation de ce ZCL dans des conditions quelquefois difficiles, mais enfin on y arrive petit à petit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.